À 2 jours de la réunion sur les îles éparses, les autorités ont dévoilé une liste de 8 membres pour la délégation malgache, tous issus du cercle du pouvoir. Les organisations de la société civile ont souligné dans une déclaration commune que seule la restitution inconditionnelle des îles doit être défendue. La famille de Jan Tomili, une des victimes de l'empoisonnement à Imercassine, a pointé la négligence des hôpitaux publics. Arrivée affaiblie mais vivant à Pelefela-Tanan, Tomili n'aurait pas été prise en charge à temps selon sa mère. De l'actualité internationale, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington ce 27 juin. L'Est de la RDC est frappé par des conflits depuis plusieurs décennies. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont notamment pris le contrôle d'une grande partie des provinces de Kivu, provoquant une crise humanitaire. À la dernière minute, soit à seulement 2 jours de la tenue de la 2e réunion de la commission mixte sur les îles éparses, les autorités malgaches ont enfin rendu publique la liste des membres de leur délégation. Cette dernière est désormais composée de 8 membres, contre 6 lors de la précédente rencontre. Elle est dirigée par la ministre des Affaires étrangères, Rassad Rafaravavdavia. La délégation comprend également Poberma Tantimanorat, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, la Latina Odette Koutendazaf, sénatrice, Jacob Olivate Ndazanarville, ambassadeur de Madagascar auprès des Nations Unies à Genève, Tina Djemaouli, secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Arfel Elizar Bemananzar, directrice générale de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères, Erlis Narnardzon, DG de la recherche scientifique au ministère de l'enseignement supérieur, vice-amiral Antoine de Badoura Nefsein, conseiller au ministère de l'Environnement. 2 membres de l'ancienne délégation ont donc été reconduits pour cette session prévue le 30 juin à Paris, à savoir le docteur Jacob Olivate Ndazanarville et le vice-amiral Antoine de Badoura Nefsein. Les 6 autres sont de nouveau venus. Un rapide examen de cette composition met en lumière l'absence de représentants de l'opposition ou de députés. Tous les membres sont issus du cercle du pouvoir. Ce choix est perçu comme un signe de manque d'ouverture et de favoritisme, excluant des experts indépendants pourtant qualifiés. Certains membres qui avaient déjà connu des échecs dans des missions précédentes se voient attribuer de nouvelles responsabilités. Face à cette démarche de revendication des îles éparses, plusieurs organisations de la société civile ont réagi. Elles rappellent que ces territoires appartiennent à Madagascar et qu'aucune option autre que leur restitution inconditionnelle ne doit être envisagée par les autorités malgaches. Les OSC malagasy soulignent avec insistance la nécessité d'une reconnaissance claire, inconditionnelle et sans ambiguïté la souveraineté de Madagascar sur l'ensemble des îles concernées, à savoir les îles Glorieuses, Unu Sambat, Europa, Unu Sempel, Juan de Nova, Unu Skil, Pasasta India ou Nusi Bedimaki. La poursuite de l'administration unilatérale française et de ces îles caractérise une continuité inacceptable du système colonial, alors que Madagascar vient tout juste de célébrer le 26 juin 2025 son retour à l'indépendance. La revendication de ces îles est un intérêt commun, une question de souveraineté nationale. Elle ne doit pas être soumise à des calculs politiques ou à des idéologies divergentes. La cogestion n'est pas acceptable et les dirigeants ne doivent pas céder à cette idée. Les membres de la délégation malgache oseront-ils défendre réellement la souveraineté nationale? S'interrogent plusieurs observateurs. Rappelons le rôle du professeur Remo Randzev, ancien membre de la précédente délégation malgache, qui s'était engagé avec force pour cette revendication. Sous le régime Ratsirak, il avait été mandaté pour diriger ce dossier, aboutissant à des avancées notables au sein des Nations Unies. Sa marche avait alors porté ses fruits. Aujourd'hui, peut-on affirmer que l'une des personnalités désignées dans cette nouvelle délégation possède une stature diplomatique comparable? Ou bien cette délégation est-elle déjà préparée à défendre une forme de cogestion? La question de la souveraineté nationale reste entière et les regards sont désormais tournés vers Paris, où les résultats des discussions seront scrutés de près.
La famille de Gian Tomili, un jeune homme de 26 ans, l'un des victimes suite à l'empoisonnement alimentaire à Imercassine, a affirmé aujourd'hui que la négligence de l'hôpital public où il a été transporté a contribué au décès de leur fils. Pour rappel, Gian Tomili est décédé quelques heures seulement après son admission à l'hôpital Befilatanen le dimanche 15 juin dernier. Le jeune homme était encore en vie à son arrivée à l'hôpital, bien que très affaibli, mais il n'a pas été immédiatement pris en charge par le personnel médical, selon sa mère. Arrivé là-bas, sa langue était déjà collée. J'ai demandé à sa femme pourquoi on ne lui avait pas donné d'oxygène. Elle m'a expliqué que les médecins refusaient de lui en administrer tant qu'il n'était pas confirmé qu'il avait été empoisonné. Le personnel médical recherchait des preuves avant de traiter notre enfant. Pourtant, mon fils suffoquait et appelait à l'aide. Nous avons donc pris l'initiative de chercher les preuves nous-mêmes, alors qu'en principe, les hôpitaux auraient dû pouvoir communiquer entre eux pour confirmer un tel incident. L'état de mon fils empirait, sa bouche ne se fermait plus, il devenait bleuâtre. Nous sommes donc allés à l'HJRA pour voir les autres victimes. En revenant, juste après avoir franchi le portail de Befilatanen, mon mari a accouru pour m'annoncer que notre fils venait de mourir. Pour cette famille, le manque de diligence du personnel médical a coûté la vie de leur fils. Même pour la préparation et la remise du corps, ils n'ont reçu aucune aide, selon les explications. La famille de Tomili demande donc aux dirigeants de se pencher d'urgence sur la négligence au sein des hôpitaux publics. Ces établissements sont censés apporter des soins et sauver des vies, mais ce n'est pas ce qu'ils ont constaté dans leur cas, déplore-t-il. Ce n'est pas la première fois que des plaintes sont formulées concernant la négligence dans les soins aux patients dans les hôpitaux publics. De nombreuses personnes ayant perdu des proches ou dont des membres de la famille sont encore sous traitement, confirment cette négligence qui retarde et aggrave les maladies. Les autorités ne proposent aucune solution face à cette crise sanitaire majeure qui se propage à travers l'île. C'est pourquoi la famille de Tomili lance cet appel d'urgence. Pour rappel, à ce jour, 43 personnes ont perdu la vie à travers Madagascar en raison d'intoxication et d'empoisonnement alimentaire. 26 à Atananarivo, 3 à Mahadzang, 13 à Ambouch et une à Touliar. Un foyer de 4 personnes de Fuktanatetezanafun 1 a dû être transporté d'urgence à l'hôpital hier soir vers 21h30 à la suite d'une intoxication alimentaire. D'après les témoignages recueillis auprès de la famille, l'incident serait lié à un repas préparé à domicile. Notre belle-sœur a accouru pour nous demander de venir sauver son enfant, qui était malade. L'enfant avait perdu connaissance. La mère vomissait également. Nous avons décidé de les emmener à l'hôpital. Ils avaient mangé des pâtes macaroni avec de la mayonnaise. Peut-être que l'huile utilisée en est la cause. Ils avaient acheté de l'huile en vrac. Le deuxième enfant s'est ensuite écroulé, et sur le trajet, leur père a commencé à avoir des vertiges. Alertés par les cris des personnes de bonne volonté qui rentraient chez elles, ont rapidement transporté la famille à l'hôpital. Le personnel médical a pu les prendre en charge immédiatement, évitant ainsi un drame. Les 4 membres de la famille sont désormais hors de danger. La famille a tenu à lancer un message de vigilance à l'ensemble de la population, dans un contexte où les cas d'intoxication alimentaire se multiplient à travers le pays. Nous avons vraiment eu peur, surtout après avoir vu les récents décès causés par des intoxications. Ce qui a aggravé l'état de l'enfant, c'est qu'il avait léché l'huile utilisée pendant la préparation de la mayonnaise. Nous avons été soulagés une fois qu'ils ont été traités. Nous appelons tout le monde à faire très attention, surtout concernant l'huile. Selon les proches, l'issue aurait pu être tragique si les 4 membres de la famille étaient arrivés plus tard à l'hôpital. Lors du passage de notre équipe cet après-midi, ils avaient tous pu regagner leur domicile, à l'exception du père qui était reparti chercher des médicaments, ne se sentant pas encore totalement remis. Cet incident rappelle l'urgence de renforcer les contrôles sur les produits alimentaires et souligne l'importance de se rendre sans tarder dans un centre de santé au moindre symptôme suspect.
La majorité des réfugiés originaires du Pakistan, de Côte d'Ivoire, d'Afghanistan, du Yémen, des Comores et d'autres pays qui ont fui et demandé l'asile pour résider à Madagascar ne bénéficient toujours pas pleinement de leurs droits. Cela s'explique par l'absence de loi spécifique encadrant leur situation et par le fait que Madagascar, notamment ses différentes entités administratives, ne reconnaît pas encore le certificat de réfugié ou le document d'autorisation d'asile qu'ils détiennent, selon les explications recueillies. Pour un père de famille originaire du Burundi qui a fui la guerre dans son pays, il est difficile d'accomplir de nombreuses formalités nécessaires pour que ses enfants puissent passer l'examen national du baccalauréat et poursuivre des études universitaires en raison de cette non-reconnaissance du certificat de réfugié. Je suis là avec ma famille, donc on n'a pas de problème. Mais seulement le problème, c'est au niveau des enfants qui vont à l'école là. Donc avec les papiers de réfugiés, surtout les enfants qui sont dans les classes d'examen. Donc il y a un qui fait le bac cette année. Bon, comment continuer dans les autres écoles universitaires, c'est ça qui me pose beaucoup de problèmes, puisque avec les cartes de réfugiés, ce n'est pas tout à fait facile pour qu'on accepte ces dossiers. Bon, c'est ça le problème du moment. D'abord, pour moi, les enfants doivent aller à l'école. Pour moi, c'est les enfants qui sont trop prioritaires, puisque les enfants doivent aller à l'école. Bon, comme les enfants vont à l'école. Cette absence de reconnaissance l'oblige à dépendre entièrement du Conseil de développement d'Atoutapenak et du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour l'ensemble de ces démarches. Ces deux organismes demeurent à ce jour les principaux responsables de leur prise en charge et du traitement de leurs demandes à Madagascar. Oui, pour que ça soit accepté, nous, on ne peut rien individuellement. Donc, c'est par la CDA, HCR, qu'on passe pour essayer de voir pour que ça puisse passer. Voilà, donc j'ai déjà exposé ce problème à la représentante de HCR à Madagascar. Voilà. Oui, au niveau de l'hôpital, c'est CDA qui nous aide. Puisque si on a des malades, on est malade, on passe par CDA qui nous accompagne à l'hôpital, donc avec un papier et le médicament. Il convient de noter qu'à la fin de l'année 2024, environ 43 millions d'enfants dans le monde avaient été contraints de fuir leur pays ou de se déplacer en raison des guerres, de la violence et d'autres crises. Sur ce total, à peu près 17 millions sont des réfugiés en attente d'installation dans d'autres pays, tandis qu'environ 22 millions sont des migrants internes dans leur propre pays, selon le rapport de l'UNICEF. À Madagascar, leur nombre est estimé à environ 1000. Face à des attaques visant des avocats sur les réseaux sociaux, l'Ordre des avocats de Madagascar a publié un communiqué les dénonçant comme une menace directe à l'exercice de la profession. Un incident récent survenu à Mahajang a particulièrement attiré l'attention, notamment en raison de la mention de nom, ce qui fait craindre une escalade vers la vindicte populaire. L'Ordre rappelle que les avocats exercent une mission de service public lorsqu'ils défendent une personne ou une entreprise et que cette mission est encadrée par la loi. Ce n'est pas parce qu'un avocat défend un accusé qu'il partage sa cause, précise le communiqué. Il appelle ainsi à la retenue, soulignant que toute personne estimant qu'un avocat a commis une irrégularité dispose de recours légaux à travers des procédures prévues à cet effet. Les responsables de l'ordre s'inquiètent de la multiplication de ces attaques publiques, notamment dans les affaires à forte charge émotionnelle. Ils mettent en garde contre les dérives potentielles, comme celles observées à Mahajang, qui risquent de dégénérer si de telles pratiques persistent. Il est en fait rappelé que, conformément à la loi, toute personne poursuivie pénalement a le droit et même l'obligation d'être assistée par un avocat. Cette obligation s'étend également aux affaires civiles, dans lesquelles l'accusé encourt une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement.